Au matin du 16 mai 1966, en gare de Constantine, un homme descend du train. À 42 ans, Yves Mathieu a fait une guerre, de la prison et une révolution. Cet homme, c'est mon père. Je l'ai peu connu. Je n'ai aucun enregistrement de sa voix, juste quelques images. Et puis cette lettre. Alger, 16 décembre 1962. Ma chérie, je te remercie de ta gentille lettre qui a été un souffle de joie dans ma solitude. Tu sais certainement que dans la vie, on doit toujours penser aux autres, à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un papa avocat. Je ne puis rien faire pour toutes les petites filles du monde qui ont faim, mais je puis faire quelque chose pour celles qui sont en Algérie. C'est pour cela que je vous inflige et que je m'inflige la peine de cette séparation. Yves Mathieu est né à 100 km de cette route, à Annaba. Il revient dans la région comme avocat pour défendre les villageois à qui on a volé l'accès à un point d'eau. Cette affaire le passionne, car il reste convaincu que les paysans forment le socle de la révolution algérienne. Et cette révolution, il lui consacre sa vie depuis plus de 10 ans. Un camion de l'armée algérienne vient de percuter de plein fouet la voiture de mon père. La rumeur court aussitôt que cet accident n'est pas dû à la malchance, qu'il a été ordonné, organisé. Mais Alger est pleine de rumeurs. Au soir de l'accident, ce haut responsable politique aurait confié à cette femme. Je savais que ça se préparait, mais je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Il est hors de question d'accuser l'armée. Elle est au pouvoir. Et puis, qu'aurait donc fait Yves Mathieu pour qu'on décide de le tuer ? La nuit du 25 août 1958, Marseille est réveillée par l'explosion du dépôt de pétrole de Mourpiane. J'avais 3 ans. Cet incendie, je le revois. C'est ma première découverte de la violence du monde. À l'époque, l'armée française utilisait beaucoup le napalm dans les campagnes. Beaucoup de gens étaient brûlés au napalm et des villages entiers ont été brûlés. Le pétrole est algérien, le gouvernement français n'a pas le droit de l'exploiter, nous sommes en guerre, nous sommes un pays occupé, donc ceux qui l'achètent prennent des risques. Entre nous, bon, c'est pas parce qu'il a brûlé que la France a manqué de pétrole ou a manqué d'essence. Dans la mesure où ça brûle, que la presse en parle, on va dire « Ah, la guerre d'Algérie existe ». Parce qu'à l'époque, en 1957-58, on se rendait pas compte en France de la guerre d'Algérie. Les Français, au mois de juillet, partaient en vacances tranquillement, sans savoir que leur armée était en train de pacifier, entre guillemets, l'Algérie. À partir de 1959, la France, avec le plan Chal, intensifie les bombardements pour écraser la LN, Armée de libération nationale algérienne. Formée de maquisards, la LN mène des actions de guérilla. Les chefs de maquis tombent. La population des campagnes subit les bombardements au napalm et les déportations dans les camps de regroupement. Sous bonne garde, 16 accusés ont quitté hier matin la prison des Baumettes pour le fort Saint-Nicolas. Parmi eux, Mohamed Assaoui, responsable de l'organisation terroriste à Marseille, et son adjoint, Chérif Meziane. Ces deux chefs d'inculpation de trahison... Renvoyé d'avril 59 à janvier puis à mai 1960, devant le tribunal permanent des forces armées de Marseille,
le procès des incendiaires de Mourpiane va être le lieu d'une bataille juridique décisive pour la cause de l'indépendance algérienne. Il y a 16 inculpés et autant d'avocats pour la défense. La plupart des avocats sont d'anciens combattants de la France libre. L'un des inculpés, Mezaach, est mort sous la torture. Entre deux sessions du procès, maître Oulda Oudia est assassiné à Paris par la Main Rouge. Boudia demandera 1 minute de silence à la mémoire de l'avocat. La Main Rouge est une organisation de tueurs liée au service secret français. 8 des avocats ont reçu des lettres de menaces. Ce sont les 3 principaux responsables de l'attentat. Chérif Méziane a posé la bombe, Ouamed Aïssaoui a coordonné l'action, Mohamed Boudia a trouvé les véhicules. Ils risquent tous la peine de mort. Leurs avocats forment le collectif de défense du FLN. Yves Mathieu en fait partie. Basé à Grenoble, il coordonne le collectif pour tout le sud-est de la France. Pour moi, c'était un militant du FLN, parce qu'il défendait autrement les éléments de mon groupe, autrement que le faisait Oussedik ou Vergès ou Zabrian ou Kourégé, parce que probablement il était très attaché. Mathieu était beaucoup plus légaliste. C'est sûr que, tout en enfreignant les règles du barreau, parfois, il faut dire les choses comme elles sont, on était les avocats partisans, donc on était obligés. On passait des messages, on disait, enfin des messages, des directives, en disant bon, il faut faire ci, il faut faire ça. تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. Ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit autre chose, il m'avait dit ce que vous avez fait en France a revigoré les maquisards en Algérie parce que les opérations déclenchés par Charles ont fait des ravages. Ils ont brûlé les forêts, ils ont tué les animaux, ils ont chassé les paysans et ils avaient malgré tout, les maquisards, des radios. Et ils ont suivi les descriptions, les informations données par les médias français et ça les a encouragés et ils se sont dit, tiens, puisque à près de 2000 kilomètres, il y a nos frères qui se battent comme nous ne devrons jamais, à aucun prix, baisser les bras, encore moins rendre les armes. Accusés d'avoir trahi la France, les responsables de l'attentat se présentent comme des officiers de l'armée de libération algérienne, l'ALN. Ils doivent être jugés par des officiers. La stratégie des avocats de la défense consiste donc à faire reconnaître l'incompétence de ce tribunal militaire. Nous voulions attirer l'attention de l'opinion et pour cela développer d'une manière parfois brutale les positions du FLN et d'autre part provoquer le plus d'incidents possible pour que l'opinion regarde. Parce que la défense de rupture implique forcément la médiatisation. Le tribunal a changé. Sont désignés 2 juges au tribunal de grande instance. Accusés, nous exigeons d'être traités comme des prisonniers de guerre. Nous n'avons pas trahi notre pays ni notre nation. Le président, vous ne savez pas ce qu'est une nation. Faites-le asseoir. Je suis un officier de l'armée de libération algérienne. Un peuple a le droit de constituer une nation. Vous êtes des malfaiteurs, taisez-vous. Le tribunal ne peut pas refuser à Méziane, Aïssaoui et les autres leur qualité d'Algériens et les accuser de trahison quand ils ont obéi aux ordres de leur commandement. Le crime de trahison suppose l'état de guerre. Le procès de Mourpiane ouvre l'ère d'une guerre reconnue par les magistrats français. Aujourd'hui, se trouve ça très très bien. On voit un magnifique champignon.
maintenant. En plein procès de Mourpiane, alors que la guerre d'Algérie s'intensifie, des savants testent la première bombe atomique française. Le 13 février 1960, à Regan, en Algérie, explose une bombe A surnommée Gerboise bleue. Le général de Gaulle veut garder le Sahara français, pas seulement pour le pétrole. Il veut surtout que la France devienne une puissance nucléaire. Au nom du peuple français et après en avoir délibéré, Aïssaoui, condamné à la peine capitale, Areg, condamné à la peine capitale, Méziane Di Alaoua, condamné à la peine capitale. Je me rappelle d'une image qu'il m'avait décrite d'un condamné qui a été exécuté à Lyon. C'était Bougandoura. Il m'avait longuement parlé, il m'a expliqué comment ça s'est passé, ça m'a foutu la trouille. Hein, vraiment, j'ai tremblé, j'avais peur. Je me disais, ça va m'arriver à moi, est-ce que ça... Je prends mon cas. J'ai eu beaucoup de clients condamnés à mort, aucun n'a été exécuté. Je ne l'ai pas dit à l'époque, on aurait coupé la tête d'un de mes clients pour me faire taire. Mais c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'on regarde tout de suite. Le chef de l'État n'est pas forcément un sadique, c'est un monstre froid. Il y a eu un attentat à Bellecour, dans un quartier populeux, la population pied noir s'agite. On a déplacé un général qui était bavard, dans les popotes ça discute. Il faut calmer. Quelle est la solution la moins chère, la plus modeste? C'est d'exécuter qu'un type. La pression internationale entraînera la suspension des exécutions. Libérés à l'indépendance, Aïssaoui, Méziane et Boudia deviendront amis avec leurs avocats. Comment Yves Mathieu en est-il venu à se battre contre la France? Il s'est d'abord battu pour elle. En décembre 1942, les Américains débarquent à Alger. À 17 ans, il s'engage dans les corps francs d'Afrique. Campagne d'Italie et de Provence, blessé à Belfort, bataille d'Alsace. Sur son livret militaire, on lit ce lapsus. Fait preuve d'un grand courage et d'une parfaite méprise de lui-même dans des circonstances difficiles. Dans les troupes, il a rencontré des anciens des brigades internationales de la guerre d'Espagne. À la Libération, il adhère au Parti communiste français. Avec sa bourse d'ancien combattant, il fait des études à Paris, sciences politiques et droit. Puis il part en Afrique, en Côte d'Ivoire. Toi, homme, moi, homme, lui, homme. Alors, tu comprends? Cadavre noir, cadavre blanc. Il vous Le caporal Diaké Diabo, son compagnon de combat en Italie, aura marqué la conscience d'Yves Mathieu, qui écrit à ses parents. « J'ai passé 3 années à combattre le fascisme allemand pour la liberté des Français. Je veux maintenant combattre ce fascisme français qu'est le colonialisme pour la liberté des Noirs d'Afrique. » 17 février 1950. Chers parents, je suis actuellement responsable à la presse et aux questions économiques auprès du Rassemblement démocratique africain. Mes camarades m'ont accueilli comme un frère. J'habite Trècheville. 15 juin 1950. Ici, l'abolition des libertés les plus élémentaires, le racisme, fleurissent partout. Nous avons monté un centre d'information et un bulletin qui tire déjà à 3000 exemplaires dans ce pays d'illettrés. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Elles ont tiré.
elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Yves Mathieu est arrêté en septembre 1950. Il aurait incité un village à ne pas payer l'impôt. Prison civile du Grand Bassam, le 29 septembre 1950. Monsieur le juge, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. Je suis isolé des autres prisonniers. Je dois manger par terre et ne puis qu'attribuer à ma qualité de prisonnier politique le régime de vexation et de brimade dont je suis l'objet. En France, Aragon, l'abbé Pierre, Roger Vaillant, Tristan Tzara ont signé une pétition pour lui. Ma chère maman, du point de vue politique, notre procès a eu des effets extrêmement heureux. Libéré après 10 mois de prison, il rentre à Paris et se marie. Le couple milite au Parti communiste. Devenu avocat, Yves Mathieu adhère au FLN en 1957. Gisèle Mathieu fait son droit et plaidera aussi pour les Félagas. Le Parti communiste français les exclut tous deux en 1958, ne tolérant pas qu'on milite ailleurs. Yves Mathieu plaide beaucoup en Algérie devant les tribunaux militaires, en particulier celui de Constantine. En témoignent ses procès-verbaux concernant des maquisards qu'il a défendus. Mathieu, il y avait une différence avec nous. Lui était au courant de tout. Parce qu'il savait par exemple que la Katiba numéro 3 était passée de la Wilaya 2 à la Wilaya 1. Enfin, je veux dire, il connaissait par cœur l'organisation intérieure, enfin par cœur, je sais pas, de l'armée de libération nationale. Les armes de la LN, fournies par la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie puis la Chine, sont acheminées par l'Égypte. Les dirigeants de la rébellion algérienne ont constitué des dépôts d'armes au Maroc et en Tunisie, avec ce qu'on appelle les armées des frontières. Mais devant la forte répression française, une grande partie de l'armement ne parvient plus en Algérie, aux moudjahidines du Maquis intérieur. J'ai retrouvé aussi ce bulletin de liaison de l'ALN. Des réceptions de cette lettre, vous rechercherez des volontaires de la mort. Ces derniers devraient connaître l'agglomération désignée pour commettre leurs attentats sans aucune erreur. Ces attentats sont destinés aux maires et à tous ceux qui aident le colonialisme, ainsi que les traîtres. Des traîtres, l'armée algérienne va en trouver partout et en tuer beaucoup. Face à la France, 4e armée du monde, c'est le prix qu'il faut payer. La guerre prend une tournure impitoyable. Après les accords d'Évian en mars 1962, il y eut l'abandon des harkis par la France, le terrorisme de l'organisation armée secrète OAS et l'exode des Pieds Noirs. La réalité de l'été 62, c'est aussi que le FLN se déchire. Le gouvernement provisoire voit sa légitimité contestée. Les factions de l'armée se tirent dessus. La population d'Alger descend alors dans la rue en criant « 7 ans, ça suffit ». Derrière l'armée des frontières basée au Maroc, il y a le clan d'Oujda, qui va s'allier avec un chef historique de la Révolution, Ben Bella. Soutenu par le président égyptien Nasser, il s'impose comme président du Conseil des ministres. Un an plus tard, en septembre 63, Ben Bella devient le premier président de la République algérienne, avec le colonel Boumedienne comme vice-président et ministre de la Défense.
Autour de Boumedienne, on trouve entre autres le commandant Jamel, nom de guerre de Chérif Belkacem, jeune député de l'Assemblée constituante. Je partage avec Gisèle et avec Yves évidemment cet enthousiasme et cette conviction que l'Algérie, c'est véritablement le centre de la révolution mondiale. J'ai l'impression qu'on est sortis ensemble de prison. Mathieu et vous? Ouais, j'ai cette impression parce que on était le premier jour où j'ai mis les pieds à Alger, Mathieu était là. En juillet 62, Yves Mathieu habite Alger, rue Valin. Avec l'avocat Courrégé, il rédige les décrets sur les biens vacants, c'est-à-dire les entreprises, terres, commerces, logements, que les colons français, les pieds noirs, viennent d'abandonner. Ces biens seront nationalisés et gérés par ceux qui y travaillent. Lettre d'Yves Mathieu à sa femme. Alger, 12 décembre 1962. Ma chérie, il y a toujours cette tâche écrasante des biens vacants. Je viens de finir le projet sur l'organisation des comités de gestion, mais cette tâche à peine achevée, d'autres m'attendent. Sauf une soirée consacrée au cinéma algérien, je ne suis pas sorti une seule fois depuis que nous nous sommes quittés. Repas à la maison avec Albert Schiano et Jean-Marie Beuglin, avec des frères, Boudia et Jamel, un jeune officier de l'ALN que tu ne connais pas encore. On travaillait comme des fous. Alors de temps en temps, Jamel venait et c'est là qu'il a rencontré Yves. Et je me souviens des grandes conversations sur l'histoire des biens vacants, etc. Parce qu'il venait régulièrement nous voir rue Valin. Jamel est le nom de guerre de Chérif Belkacem. Je suis venu à Alger pour le rencontrer. C'est lui, le haut responsable politique, qui a dit juste après la mort de mon père « Je savais que cela se préparait, mais je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. » Avant ce voyage, j'ai téléphoné à Jamel. Je lui ai demandé s'il se souvenait d'Yves Mathieu. Tout de suite, il a répondu « Votre père ne savait ni tricher, ni mentir. » Et assez vite, il a ajouté « Je sais qu'il y a un doute sur sa mort. » Puis il a proposé qu'on se rencontre le plus vite possible. Il a dit « Le premier qui traverse la Méditerranée appelle l'autre. » J'apprends que je ne pourrai pas filmer Sid Jamel ce jour-là. Il est fatigué par la chimiothérapie, mais il veut bien me recevoir. Son fils assiste à l'entretien. Sid Jamel reste assis comme ce monsieur sur le bord de son lit. D'emblée, il rappelle l'époque de 1962. Il dit « L'Algérie a été la dernière révolution romantique. Avec votre père, on se voyait tous les jours, et tous les jours, on parlait de la révolution. Vous, Sid Jamel, vous n'avez pas cru dans l'autogestion. Quand votre père a rédigé les décrets, ça m'intéressait. Mais ça ne m'a intéressé qu'avec lui. Les gens, il faut les éduquer, ça prend du temps. Moi, j'étais jeune, on m'a donné très tôt de grosses responsabilités. J'étais ministre de l'Éducation, des Finances, de l'Industrie. J'étais ministre de tout. Je voulais investir les revenus du pétrole
dans la construction d'une industrie nationale qui formerait une classe ouvrière moderne, éduquée, et donnerait du travail aux paysans qui étaient trop nombreux. À l'indépendance, la majorité des paysans algériens étaient analphabètes. Vous savez, c'est une chose que je n'ai jamais réussi à faire comprendre à votre père. Il pensait qu'on réglerait le problème en moins d'une génération. Il était assez idéaliste. Je réponds, mais il a alphabétisé. J'ai assisté à un de ses cours. Ma sœur aussi alphabétisait, et moi je voulais alphabétiser comme eux. Mais il m'a conseillé d'apprendre d'abord l'orthographe. Il reprend. D'ailleurs, ça a toujours été le problème algérien, donner le pouvoir à des analphabètes. Et vous voyez ce qu'ils en ont fait? Et là, on rit un moment. Son fils rit aussi. Bon, avec l'argent du pétrole, on a fait la santé et l'éducation gratuite. Mais on a manqué de rigueur, je demande. Et là, il raconte comme un remords. Au maquis, pendant la guerre, on a fusillé des officiers parce qu'ils avaient couché avec des filles. Et c'étaient de bons soldats, courageux. Quelle folie. Non, nous n'avons pas manqué de rigueur, mais de savoir-faire. On est venu faire une piqûre à Sid Jamel. Je suis sorti dans la cour. Lettre d'Yves Mathieu à sa femme. Je mange la plupart du temps des sandwichs. Néanmoins, je suis heureux. Jamais auparavant ma vie n'avait eu cette dimension. Avoir une responsabilité dans la marche et la conduite d'une révolution, si fragile, si menacée, mais si chère. Agir en toute fraternité avec une petite équipe d'hommes et de femmes courageuses et lucides. S'il a su qu'on allait tuer mon père, pourquoi Jamel ne l'a-t-il pas prévenu, puisqu'ils étaient amis? Je ne peux même pas lui demander de confirmer ce qu'il a dit autrefois. Pas devant son fils. Dès mon retour, Jamel m'interpelle. Pour votre père, j'ai réfléchi. Il faudrait faire une enquête. Une enquête? Sur l'armée algérienne? Il dit, il faudrait consulter les archives. Il me fixe alors avec intensité et ajoute, il existe des archives secrètes. Ok, c'est vous qui vous en chargez, Sid Jamel, et moi je m'en vais à Pékin pour prendre un cil à la momie de Mao Tse-tung. Et on verra lequel réussit en premier, d'accord? Je n'ai jamais revu Sid Jamel. Il est mort quelques jours après ma visite à l'hôpital. J'ai su plus tard qu'il avait été heureux de me rencontrer. Heureux ou soulagé? À partir de là, j'ai cherché systématiquement à rencontrer tous ceux qu'Yves Mathieu avait connus. La première chose que mon père m'a racontée au sujet de Ben Bella, c'est comment le président a changé la vie des petits cireurs de chaussures. Quand j'ai dit la notre loi, que la malédiction soit sur un homme qui accepte qu'un gosse, au lieu d'être à l'école, il est à genoux devant lui. Il cirait ses chaussures. Eh bien, il n'est pas un cireur. Dès l'instant où il se met à genoux, il y a un policier qui vient et qui l'envoie dans une école. J'ai interdit qu'on parle de cireurs. On les appelait les enfants du peuple. Nous, on avait juste des formulaires de méthode globale qui devaient leur permettre d'au moins savoir lire les titres des journaux, le nom des rues, les directions dans la rue et compagnie, de manière relativement vite. Et on était attendus, gâtés, vraiment on était des dieux pour eux. Tu vois, alors qu'on était des mouflets de 14 ans. Abdé était un peu plus âgé, mais bon... Et voir le regard de ces adultes, de ce type qui avait, pour certains, 50, 60 ans, pour moi, c'était des vieillards à l'époque,
comment ils nous considéraient, je sais que c'était assez gratifiant quoi, d'aller les voir. J'ai fait ça pendant 2 ans. Un voyage en famille l'hiver en Haute-Kabylie. Au flanc des montagnes se dressaient les carcasses de sapins calcinés. Mon père a dit « c'est le napalm » et j'ai eu honte d'être française. À cause du napalm, des destructions de la guerre, l'État a organisé les campagnes de reboisement. On était des milliers dans les collines, avec des pioches, à creuser des trous pour planter des pousses d'eucalyptus. Je me souviens de cette journée de pluie et de bruine. Au printemps, la campagne de l'arbre a continué. Drôlement bien organisé en tous les cas. Je me rappelle le plus grand, c'est-à-dire c'est qu'on allait planter des arbres à l'Arbatage, c'est à côté de l'aéroport un peu plus haut, où on était pris en charge. On avait les sandwichs, on avait tout, on était choyés. Donc, non, et d'ailleurs, c'était sympa, c'était vraiment sympathique parce que c'était énorme. C'était des mouvements de foule énormes. J'ai planté mes arbres. Ça, c'était vraiment l'époque idyllique de Ben Bella, quoi, quand c'était l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quand les paysans algériens font spontanément les récoltes de l'été 62. Sur les terres laissées par les Français. Ces mêmes terres dont leurs ancêtres avaient été spoliées par les premiers colons un siècle plus tôt. Il fallait donc donner un cadre juridique à cette action. Et je me rappelle très bien, Mathieu a rédigé un télégramme à la demande donc, du président, je suppose, demandant à tous les propriétaires de revenir reprendre possession de leurs biens. Ils avaient 1 mois pour le faire et au-delà de ce mois, la propriété tombe dans le domaine des biens vacants. Les décrets sur les biens vacants et l'autogestion, promulgués en mars 1963, resteront célèbres sous ce nom, les décrets de mars. On les considère comme le symbole de la révolution algérienne. Il y avait des tas de trafics, des achats de propriétés, des achats d'appartements. Ça a été des choses incroyables. Et là-dessus, il y a cette loi sur les biens vacants qui arrive. Ça a mis presque instantanément fin à tous ces trafics. Et moi, je crois très fort que beaucoup d'Algériens l'en voulaient. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi on a demandé à Yves Mathieu de travailler à rédiger ces décrets? Parce qu'il y avait de très bons juristes algériens. Il n'était pas socialiste. Qui n'était pas socialiste. Qui n'était pas socialiste tout à fait. D'accord. Par le socialisme. D'accord. Oui, alors que moi, j'étais compris par le. Pendant ce temps dans le Sahara, selon une clause secrète des accords d'Évian que le FLN avait accepté pour arracher l'indépendance, la France prépare de nouveaux essais nucléaires. Et avant les essais nucléaires, Monsieur le Président a convoqué l'ambassadeur de France, qui était Monsieur Gors, et lui a dit textuellement, si la France, le gouvernement français, procède à de nouveaux essais nucléaires, ce sera extrêmement grave et nous en tirerons des conclusions. Et immédiatement, dès que l'essai nucléaire a eu lieu, Monsieur le Président a signé les fameux décrets de mars, en commençant symboliquement par la nationalisation des terres de Bordeaux, qui symbolisaient la colonisation. Ma mère Gisèle Mathieu s'occupait des biens vacants pour le ministère du Tourisme. Elle m'a emmené voir le domaine Bordeaux.
nous avons traversé des hectares de vignobles. Il y avait des barbelés autour des maisons d'ouvriers agricoles. Mais à l'intérieur de la villa, j'ai vu des peaux de tigre bordées de satin rose. Il faut souligner d'abord que la rédaction initiale des décrets a été faite par des non-juristes. Elle a été faite d'une manière politique. Les juristes sont intervenus après coup. Il y avait évidemment Maître Mathieu, il y avait Maître Courégé, et puis il y avait un grand juriste algérien qui a fini par présider le tribunal de La Haye, Mohamed Biaoui. Donc c'était un travail collectif. Donc ils m'ont amené un décret qui était déjà signé par Ben Bella. Mais c'était une page avec 3 articles, et c'est ça l'autogestion ouvrière. Alors j'étais très embarrassé, je dois dire. C'est très peu connu cette séquence de la création de l'autogestion. Je suis allé voir alors Ben Bella, parce que c'était trop important. On en avait parlé évidemment les semaines qui ont précédé, entre amis tels que justement Yves ou d'autres, n'est-ce pas? Et puis je voulais aussi ne pas perdre de vue l'aspect politique de l'autogestion. Je voulais des terres, mais des terres pas pour des colons algériens. Pas pour des colons algériens qui ramassent, qui enfin remplaceraient les colons français. Qui, pour moi, c'est la même chose. Ces terres-là, il fallait que je les donne et aux Algériens qui savaient aussi cultiver des terres. Voilà. On était 11 responsables au BNAS. Donc, on est allé avec le président, on l'a accompagné. Moi, j'ai accompagné donc les responsables du BNAS, principalement Mathieu, Raptis et Sakhria. C'est le trio. On est allé à Bouchaoui, c'était le domaine Bourgeot, et on a installé le premier comité de gestion. Premier comité de gestion, c'est les travailleurs qu'on avait réunis. Le président avait fait un speech, un discours, il a expliqué la portée donc, des décrets de mars. Et il a installé un directeur. C'était impressionnant. Nous, on pensait que ça allait marcher. C'était extraordinaire. Quand vous lisez les décrets de mars, c'est extraordinaire. Et alors, on a installé des centaines et des centaines de comités de gestion à travers le territoire. Mathieu n'a pas fait tout. Lui, il est resté à Alger. De temps en temps, quand c'est important, il nous accompagnait. Parce que c'était un peu la cheville ouvrière du BNAS. C'est une ambiance de gens qui se vivaient quasiment comme des missionnaires, et qui avaient entre eux des rapports extrêmement cordiaux, une très bonne ambiance de travail, des gens qui étaient compétents. L'autogestion, c'est l'organisation collective du travail. Pour chaque entreprise, les travailleurs réunis en comité de gestion élisent leur directeur. La répartition du travail implique la répartition des bénéfices. En 1963, Yves Mathieu écrit à Ben Bella pour lui demander de présider le cercle Frantz Fanon, fondé pour une réflexion sur l'autogestion. C'est au cercle Frantz Fanon qu'il rencontre Annette Roger. La doctoresse veut organiser un nouveau système d'éducation à la santé. J'ai défendu la thèse que, étant donné que nous étions dans un pays avec un manque énorme, personne ne peut imaginer, il y avait à l'époque un médecin pour 200 000 habitants, et avec des besoins énormes, que nous étions dans une situation où les pathologies n'étaient pas celles qui avaient été réellement enseignées
à Alger du temps de la France, que la politique ne devait pas être copiée sur celle qui est normale dans des pays développés, mais que ça devait être une politique de santé publique globale. On les formait à une seule technique, mais parfaitement bien, pendant 6 mois par exemple, à examiner quelque chose, ils savaient faire que ça. Et puis les autres savaient faire un peu plus, jusqu'à la faculté de médecine. Des stages rapides, pratiques, sont organisés pour les infirmiers et infirmières venus des maquis ou pour les jeunes désignés par les comités de gestion, par les assemblées de village comme responsables sanitaires. Pas une heure à perdre, la maladie n'attend pas. Ce qu'on leur enseigne, les moyens de convaincre les villageois de la nécessité d'une action préventive ou curative contre les grands fléaux. Le trait particulier qu'on peut assigner à Maître Mathieu, c'est que lui était tout à fait favorable au système de l'autogestion, contrairement à d'autres juristes qui l'étaient plus ou moins. Parfois, on est allé à la plage, on a pris des vacances. Quand il était là, Yves Mathieu était très présent à ceux qu'il aimait. Il ne leur parlait pas forcément d'autogestion, mais il nous a plongés dans un moment exceptionnel. L'Algérie est alors le phare du tiers-monde. Ses leaders affluent dans la capitale. Ainsi, au printemps 63, Alger réserve un accueil enthousiaste au président égyptien Nasser. Il milite avec Ben Bella parmi les pays non alignés pour l'organisation de l'unité africaine. U Thant, secrétaire général de l'ONU, a demandé à Ben Bella d'agir pour empêcher l'escalade américaine contre le Nord-Vietnam. C'est dans ce but que l'Algérie reçoit le dirigeant chinois Zhou Enlai en décembre de cette année 63. Ce qu'on cherche à créer au Vietnam, précisera Zhou Enlai, c'est un nouveau Cuba, c'est-à-dire une situation qui finirait par aboutir à une négociation russo-américaine qui fixerait le sort du Sud-Est asiatique sans que les peuples soient consultés. Cuba est alors la référence des pays non alignés. Che Guevara est invité pour le premier anniversaire de l'indépendance algérienne en juillet 63. À la demande de Ben Bella, il organisera le soutien au peuple sahraoui en lutte pour son indépendance. Et pendant ce temps, que devient l'autogestion ? Prenons n'importe quel domaine. On arrive au domaine où il n'y a pas de structure, il n'y a pas de dirigeants, il n'y a rien. C'est des travailleurs qui sont là. Et on leur dit, il faut choisir les meilleurs d'entre vous pour siéger au comité. Ce comité qui va gérer, qui va vous aider à gérer le domaine. Et puis on leur dit, on vous désigne un représentant de l'État qui sera directeur pour vous aider à faire vos comptes, à faire votre comptabilité, à payer vos impôts, à obtenir des prêts auprès des banques, etc., etc. Bon, quand on leur dit ça, ils acceptent. Ils disent, tiens, nous allons avoir un peu d'argent, nous allons avoir l'aide de l'État, etc. Ils étaient honnêtes et sincères. Quand je suis arrivé dans la région de Skikda pour la restructuration des comités de gestion, j'ai trouvé que le comité de gestion des grandes fermes coloniales était assuré par des gens qui n'avaient rien à voir avec le monde du travail. Et quand j'ai voulu faire respecter la lettre des décrets, alors que j'étais en présence d'un sous-préfet, des gens en armes sont sortis et m'ont menacé. Et quelque temps après, les ouvriers, dans la nuit, sont venus me voir en disant que le responsable syndical qui avait été à l'origine du syndicat des ouvriers agricoles avant l'insurrection avait été assassiné simplement
parce qu'il était intervenu pour remettre de l'ordre dans la gestion de ces entreprises. Et nous, on essayait un peu de maintenir en vie ces entreprises, dont la plupart étaient déficitaires. Hein? Déficitaires parce que le plan ne s'en occupait pas, le ministère ne s'en occupait pas. Il n'y a que l'UGTA qui s'en occupait et nous aidait un peu à calmer les travailleurs, ne pas faire grève, etc. Bon, ça a marché, plus ou moins ça a marché. Je me souviens que lors d'un congrès, j'étais arrivé dans une commission, on m'avait appelé d'urgence parce que les ouvriers disaient on en a marre de l'administration, elle intervient partout, elle fait tout. Alors pourquoi l'autogestion, hein? Nous on veut un syndicat, on veut poser nos problèmes, être payé d'une manière correcte, etc. L'autogestion, gardez-la pour vous. Alors j'ai discuté avec eux et je leur ai dit que dans la situation qui existait, ils avaient au moins la garantie du travail. C'est eux qui décidaient de l'embauche, etc. Et que s'ils abandonnaient hein, la formule au profit d'une étatisation, ils pouvaient se retrouver à la rue le lendemain. Et c'est comme ça hein, qu'ils ont accepté de cautionner les décrets de l'autogestion. Ça n'a pas marché, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous, représentants de l'État. Nous leur avons en quelque sorte menti, puisqu'on n'a jamais réussi à leur obtenir des prêts, on n'a jamais réussi à faire écouler leurs marchandises, du moins à la vendre au prix normal. C'est toujours des prix anormaux, donc c'est des ventes à perte. Petit à petit, ou bien rapidement, le directeur a pris le pas sur le comité de gestion et les éléments qui le composent. Et il est devenu un véritable patron. Et c'est lui qui décidait à la place du comité de gestion. Alors les décrets de masse disent le comité de gestion est souverain, c'est lui qui fait tout. Bien sûr, parce qu'on a affaire à des gens qui ne font que cela. C'est leur habitude, c'est leur vie, c'est leur travail. Le directeur, donc, les a un peu broyés et il a tout fait à leur place. Et puis ça a fini par des comportements prédateurs. Pourquoi? Parce que les gens qui, à partir des ministères, contrôlaient plus ou moins le système, ont commencé à aller dans les fermes, à se servir des produits, etc. Et comme les ouvriers étaient très mal payés, ils ont dit, pourquoi pas nous? Après tout, c'est nous qui travaillons, ils ont fait la même chose. Les directeurs ont tué l'autogestion. Les directeurs ont tué tout simplement l'autogestion. Nous n'avions pas toute la culture qu'il fallait, c'est toute une culture, l'autogestion. Et une culture non seulement pour, disons, l'intellectuel ou le ministre, mais une culture aussi pour, j'allais dire, l'homme quelconque de la rue, ou l'homme quelconque des champs, n'est-ce pas? Il fallait qu'il sache qu'il avait en main un instrument qui était porteur de pouvoir, et il fallait qu'il assume ses responsabilités, ses devoirs, n'est-ce pas, là-dessus? Parce qu'il y a des devoirs. Non, si vous voulez, ça ne correspondait pas à l'état de conscience de la majorité de l'establishment FLN qui pensait à autre chose. C'est dans cette cour de la petite école du lycée français d'Alger que j'apprends la mort de Kennedy. On peut donc assassiner un président. Et des chefs d'État, il en vient toujours, dans ces années où Alger est à la fois la Mecque des révolutionnaires, mais aussi une plaque tournante diplomatique de la guerre froide entre Russes et Américains. Lorsque Sékou Touré, chef de l'État de Guinée, se rend à Alger en mars 1964, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, s'est créée depuis presque un an.
Si 14 colonies françaises d'Afrique noire ont accédé à l'indépendance dès 1960, c'est que l'Algérie a servi d'exemple à tous les peuples colonisés. Elle soutiendra sans relâche les luttes d'indépendance d'autres colonies africaines, jusqu'à celle de l'Angola et du Mozambique. Je me souviens de l'émotion de mon père lorsqu'il prononçait le nom de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo assassiné. La preuve vivante de l'unité africaine. L'Algérie jouera un rôle déterminant contre l'apartheid en Afrique du Sud, que Bouteflika fera exclure de l'ONU en 1974. Et quand Nelson Mandela sortira enfin de prison, il viendra à Alger pour revoir celui qui l'avait entraîné militairement en 1963. C'était Chérif Belkacem, Sid Jamel. Nous habitons au dernier étage de ce grand immeuble, un bien vacant. Tout près de là, Yves Mathieu enseigne maintenant le droit et l'économie politique à l'Institut de gestion et de planification, créé en 1964 par le professeur Mandouze. C'est le vivier de jeunes cadres qui manque tant à l'Algérie pour appliquer l'autogestion. À 40 ans, il s'inscrit en économie à la faculté d'Alger. Pendant que Ben Bella reçoit les chefs d'État, la situation sur le plan intérieur se crispe. Ben Bella doit maîtriser des maquis en Kabylie. Il condamne à mort Aït Ahmed, fait interner Ben Toumi, le ministre de la Justice, ainsi que Ferhat Abbas. Ben Bella a aussi dissous le Parti communiste algérien en négociant l'intégration des militants au sein du FLN, consacré comme parti unique sur la base de la charte d'Alger. Au congrès du FLN en 1964, Ben Bella impose sa concentration des pouvoirs. Bien qu'il ait participé à la rédaction de la charte d'Alger, Yves Mathieu est maintenant loin de ce pouvoir. Article 10. L'inhumanité a changé d'aspect. La société est bâtie sur le modèle d'une machine aux rouages infinis. C'est dans l'autogestion que se manifestera le développement de la révolution nationale populaire en révolution socialiste, de la transition en cours du colonialisme à l'émergence d'un État. Les assises sociales du pouvoir révolutionnaire ne peuvent être que les masses laborieuses alliées aux paysans pauvres et aux éléments intellectuels révolutionnaires. Che Guevara revient à Alger en février 1965. Il prononce alors son dernier grand discours public. Quand le Che arrive à Alger, il veut présenter son discours à l'hôtel Aletti et il veut le prononcer en français, mais il a écrit en espagnol. Alors il faudrait qu'on le traduise pour qu'il puisse parler en français. Alors, on a passé toute la nuit avec notre copain qui était de Mozambique, un Portugais, une Française et puis moi. Et puis, on s'est mis, on a fait ce qu'on a pu. On était là dans un frémissement extraordinaire parce que faire quelque chose pour le Che Guevara, c'était complètement romantique. Hein. Mais bref, le lendemain, le Che, donc c'était le 24 février 65, la conférence est ouverte et le Che après a lu son discours en français avec cette voix qui était claire, qui n'était pas très forte et on était quand même impressionnés parce qu'il avait un accent très, très beau et surtout on était très fiers. C'est là qu'il prend ses distances avec l'Union soviétique, qu'il accuse de complicité avec l'exploitation impérialiste et s'oppose à la coexistence pacifique. Quand finit le discours, finit la séance, on va dans les salons, ces petits salons de l'Aletti, vous voyez, c'est un hôtel un peu archaïque. Je n'osais pas le regarder parce qu'il s'est assis dans un fauteuil comme ça. Il était là surtout pour nous remercier, et surtout pour nous faire parler. Parce que le Che ne parlait pas beaucoup, il n'aimait pas parler, mais il aimait qu'on dise des choses. Et alors il essayait, mais moi j'étais à moitié à peu près muette. Pas de plus grave. Mais une erreur qui entraînait le Che Guevara, après ce discours, devra démissionner du gouvernement cubain. C'est alors qu'il partira pour le Congo. Je l'ai aidé pour aller. Il est venu ici.
C'est le meilleur homme que j'ai rencontré, moi, dans ma vie. Mais je lui ai dit, tu sais, Ivan, ne va pas surtout en tant que blanc. Voilà. Il a tellement fait mal, le blanc. Moi, je suis un blanc aussi. Qu'ils ne vont pas croire en toi. Voilà. Et il a eu des difficultés, énormément de difficultés, là où il a été. Mon père ne veut pas désespérer de la révolution algérienne, mais il nous parle d'aller vivre à Cuba. Après que des pressions l'ait fait licencier d'un poste de conseiller juridique pour Renault Algérie, puis d'une entreprise du secteur autogéré, il ouvre finalement à Alger un cabinet d'avocats avec sa femme. Nous sommes alors en 1965. Le 8 mars, des milliers de femmes affluent de tous côtés vers un meeting au centre d'Alger et partent en manifestation spontanée. Ce printemps-là, Ben Bella limoge plusieurs de ses ministres. Kaïd Ahmed, Chérif Belkacem, Ahmed Medegri, puis Abdelaziz Bouteflika. Les colonels en civil assis au deuxième rang vont aider les ministres assis au premier rang à faire un coup d'État. C'est avec eux que Ouari Boumedienne, le chef des armées, passe à l'action dans la nuit du 18 au 19 juin 1965. 19 juin 1965, avec mon frère, nous allons prendre le tram pour aller au lycée. Des tanks partout dans la rue Michelet. On ne sait pas, on pose des questions, on tourne la bataille d'Alger, nous dit-on. Nous montons dans le tram, nous arrivons au lycée. On ne sait pas trop ce qui se passe, on sent qu'il y a quelque chose de lourd, de très étrange. Et à midi, tout est sirène. Les sirènes à travers la ville. Et on apprend le coup d'État. Je sens ma mère nerveuse. Des personnes sont venues à la maison pour voir si papa était là. Et apparemment pour l'emmener. Il n'est pas là et on nous signifie qu'il faut qu'on quitte très rapidement Alger. Ah bah oui, tout le monde fuit parce que bon, le changement de Ben Bella à Boumedienne, bon, c'était beaucoup plus feutré chez Boumedienne, mais il n'y avait pas un seul instant de tranquillité, hein, c'est-à-dire on était épiés visiblement par le système Tout porte à croire qu'Yves Mathieu aurait participé à la rédaction de ces tracts datés du 23 juin. Le peuple algérien entend parler de démocratie et il voit instaurer la pire des dictatures. Les décrets de mars n'ont pas été appliqués et nous n'avons pas vu les décrets d'application, celles qui consistaient tout au moins à définir une fois pour toutes la part des bénéfices qui devaient revenir aux travailleurs et qui devaient leur donner un sens réel à notre socialisme et un sens réel à l'autogestion. Et aujourd'hui encore, les ouvriers touchent entre 750 et 1000 francs et leur situation matérielle n'a pratiquement pas changé depuis que nous étions colonisés. Les amis de mes parents se retrouvent dans les deux camps. Djamel est au pouvoir, Annette Roger se cache dans une cave et quittera clandestinement l'Algérie. Mohamed Boudia est en fuite, Jean-Marie Beuglin est arrêté. Juin 65, Yves Mathieu écrit « Situation politique. Pas de changement important de ligne, mais changement des méthodes. Premier résultat, Djamel est responsable du parti. Ben Bella est emprisonné puis mis en résidence surveillée pour longtemps. Mourad Lamoudi partage la cellule de Mohamed Harbi, qui réussira à s'évader. Yves Mathieu veut attaquer le ministre de la Justice pour forfaiture. Avec ce qui se passe dans les prisons algériennes, dit-il, il y aurait de quoi écrire un deuxième tome de la question. Paru pendant la guerre d'Algérie, le livre d'Alec dénonçait la torture par l'armée française. Mais je dis, pourquoi vous commencez à vous torturer? Ah, ben c'est classique. La Tchéka l'a appris à la GPU l'a appris à la Gestapo,
La Gestapo l'a appris à la police française nous l'a appris. Ça, j'avoue que c'était pire que si j'avais pris quelques gifles, mais c'était terrifiant, cette sorte de résumé. Oui, là, après 65, ça, les communistes qui avaient rejoint le camp de Ben Bella à la demande du PCF, là, ils ont été torturés à mort. Hein. Moi, j'ai discuté avec Bachir Hadjali, qui était le secrétaire général du Parti communiste algérien à l'époque. Après sa libération, ils ont été atrocement torturés, c'est vrai. Et d'ailleurs, tous ceux qui soutenaient de près ou de loin Ben Bella. Et finalement, alors là-dessus, qui peut répondre de toi en Algérie? Alors, je dis votre président. Là-dessus, paf, perte de baffe en me disant pourquoi pas le pape. Je dis, non, le pape, je connais pas. Je dis, si, il y a mon petit frère. Qui est ton petit frère? Je dis, c'est Jamel Cherif Belkacem. À ce moment-là, grand silence. Ça a duré. Là-dessus, on ne m'a plus rien demandé. Ils ont dû téléphoner, etc. Et puis, 2 heures après, je ressortais. Ils m'ont dit, rien ne s'est passé, silence, sinon, je dis quoi sinon? Alors à l'époque, j'allais surtout à Borges-Kifan, où on venait de créer l'école de formation d'art dramatique. Disons, sur la route boutonnière, il y a des tas d'accidents, vous pouvez mourir d'un accident de voiture. Nous partons parfois pour de longs circuits, vers la Kabylie, ou plus loin vers l'Est, là où Yves Mathieu est né. Il y retourne comme avocat d'un village dans une affaire d'accès à un point d'eau. Il était un homme d'action. Il voulait réaliser quelque chose, non seulement la réforme agraire et l'invention de l'autogestion, participer à toute cette révolution agraire, la révolution de l'eau. C'est pour ça qu'il s'est tellement tout de suite été impliqué dans les problèmes de l'eau en Kabylie et qu'il a essayé de comprendre la législation coutumière de la distribution de l'eau en Kabylie et comment il a défendu, protégé les gens qui avaient accès à telle source. Bref, c'est un engagement extraordinaire dans cette réalité, au milieu de contradictions très grandes, au milieu de certaines choses qui étaient quand même une hostilité, parce qu'il avait une telle puissance, une telle honnêteté qui irradiait de cette personne. Et comme ça irradiait, ça intimidait les gens, vous savez. Il avait eu l'impression d'être surveillé. Et ça l'inquiétait. Et on en parle. On parle, et je savais qu'il avait tout de même une grosse activité professionnelle. Et c'est là que je lui dis que tu devrais plus prendre les transports en public et l'avion. Parce qu'il allait surtout à Constantine. Et à Skikda. Et à Skikda. Fin avril 1966, Yves Mathieu confie un secret à sa femme. Il est en relation avec de jeunes officiers du Constantinois qui préparent quelque chose contre Boumedienne. Elle me le répétera bien des années plus tard, mais elle ne l'a jamais écrit. 15 mai 1966. Depuis quelques mois, un dimanche sur 2, il prend le train de nuit à Alger pour Constantine. Ce soir-là, j'ai un pressentiment, alors je tape contre la porte. Mais ça descend, c'est trop tard. Papa est parti.
Ce n'est pas lui qui conduisait, mais Ossine Debouze, qui a survécu les jambes broyées. Le certificat déclare son décès à 9h30 du matin. Il serait mort d'hémorragie interne. Le choc a cassé son stylo dans la poche de sa veste. Je n'ai pas eu accès au procès-verbal de l'accident. Je ne sais ni l'heure, ni le lieu exact de la collision entre le camion militaire et la voiture de mon père. Le chauffeur Ossine Debouze a dit que le camion militaire fonçait sur eux, roulant complètement à gauche, ne freinant qu'après le choc. Vous avez confié un camion de 20 tonnes à un gamin de 20 ans, dit Gisèle Mathieu au procès qu'elle intentera contre l'armée, le premier depuis l'indépendance. Je n'ai pas vu le corps. Le cercueil était là, fermé. Le FLN avait fait mettre à disposition la salle des fêtes de la mairie de Skikda. Il y avait les scouts, beaucoup de monde. La peine de cette séparation, tu comprendras que c'est relativement peu de choses, à côté de ce qu'endurent tous ces gens qui souffrent et pour qui nous luttons. Au soir de l'enterrement, je surprends ma mère avec un couple d'amis proches. Il vient de se dire quelque chose de terrible, mais je n'ai entendu que le nom de Djamel. Dans les années 80, je reverrai ce couple. C'est elle, Suzy, qui répète alors clairement ce que lui a dit Djamel, juste après l'accident. Je savais que ça se préparait, mais je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Et son mari ajoute, l'ambulance était sur place, au cas où le choc de l'accident n'aurait pas suffi. Quand je leur demanderai de témoigner pour ce film, c'est elle qui m'écrira. J'ai depuis bien longtemps chassé de mes souvenirs les questions qui ont pu se poser au moment du drame, et suis à des années-lumière de tes recherches. Par les personnes proches d'Yves qui passaient voir Gisèle, qui ensuite descendaient chez nous, tout ça, il y avait un tas de gens qui l'avaient défendu quand il était avocat du FLN, et dont certains, comme les gens de Aïssaoui, tout ça, qui étaient de l'attentat de Morpiane, connaissaient les pratiques des services militaires, de la sécurité militaire, tout ça. Et pour eux, mais c'était sans le moindre doute un attentat. C'était pas un accident normal. Quand je suis retourné au lycée dans ma classe de 6e, le censeur m'a convoqué le matin même. Il m'a demandé « Viviane Mathieu, votre père est mort, c'est arrivé comment ?» J'ai sorti de mon cartable une feuille et un crayon et je lui ai dessiné l'accident, comme ça. La voiture de mon père qui sort d'une déviation récemment installée, le camion qui dévale une côte complètement à gauche. Le censeur n'a jeté qu'un coup d'œil au dessin. C'est moi qu'il scrutait avec attention. J'étais saisi d'une intuition pénible. Le censeur m'avait convoqué pour savoir ce que je savais. Entre ma sœur et moi, il avait choisi la plus jeune. Elle serait plus facile à sonder. Il attendait que je dise quelque chose de plus et je ne disais rien. Je n'allais pas lui dire le doute. Je suis retourné en classe, m'asseoir à côté de ma voisine, Catherine Vatin. C'est elle que je cache sur cette photo. Son père, Georges Vatin, était dans l'attentat de l'OAS contre De Gaulle au Petit Clamart. On le retrouvera dans les années 70 au service de la junte argentine. Est-il plus facile d'être fille d'OAS ou de FLN? Nos pères aimaient l'Algérie, sauf que Vatin n'aimait pas les Algériens, alors que Mathieu était leur frère. Djamel a parlé à Suzy, mais à qui d'autre? Ah oui, ça, alors là... Il vous l'a dit les quand? Juste après le décès. Parce que je ne savais pas qu'il vous l'avait dit. Il m'a pas dit ça aussi brutalement, qu'il avait été assassiné, mais il m'a dit
T'as vu cette chose épouvantable qui est arrivée à Yves? Je dis oui. Et là-dessus, il ajoute, putain, dans de mauvaises circonstances. Ce qui est une manière de. Ah, il a dit ça? Oui, oui. Il pleurait? Il était ému. Très ému. Disons que c'était peut-être une pratique bien ciblée, quoi, cet accident. Quand on dit dans des circonstances obscures, ça c'est ses propres termes, les circonstances obscures. Ah, il a dit dans les circonstances obscures. Donc c'est quand même un grand mystère, cette disparition d'Yves. Et comme tu me dis, les échos des gens qui l'ont fréquenté, est-ce qu'ils se mettent, comment dire, ils ont le droit de réserve de l'intérêt général. Quel intérêt général de faire disparaître Monsieur Yves Mathieu? Hein? En 1966, le train de nuit d'Alger arrivait à Constantine à 4h30 du matin. Que faisait donc Yves Mathieu entre 4h30 et 8h, quand la voiture venait le chercher pour l'emmener à Skikda? Travaillait-il ses dossiers dans la salle d'attente? Ou bien montait-il dans une autre voiture qui aurait fait le tour de la ville, le temps d'une conversation discrète? Était-ce à ce moment-là qu'il voyait ces jeunes officiers du Constantinois qui préparaient quelque chose contre Boumedienne? Un peu avant sa mort, il avait dit à ma sœur qu'il serait fusillé. À un moment donné, vous m'avez dit « Votre père était un naïf ». Naïf, c'est peut-être, le mot n'est peut-être pas exact, mais disons que c'était un homme tout d'une pièce. C'était pas un homme capable d'épouser une cause, tout en restant lucide. Le souvenir qu'on a gardé, je ne suis pas le seul, on était un certain nombre quand même, de votre père, c'est d'un combattant anti-impérialiste conséquent et qui avait la foi. Anticolonialiste, anti-impérialiste, internationaliste. Que signifient ces mots dans le monde d'aujourd'hui? Yves Mathieu voulait d'abord être algérien. Mon père la demandait, cette nationalité, devait l'avoir. Il reçoit, donc on reçoit en 67, on reçoit sa carte d'électeur, ce qui est une forme d'attribution de la nationalité. Et en même temps, de son vivant, il ne l'a pas eu. Et je me souviens qu'il était furieux parce qu'il savait qu'il y avait un blocage. Et est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, pourquoi il y avait une résistance pareille? Ce que vous me dites là me préoccupe beaucoup, je vous assure. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu passer au ministère de la Justice, qui était en charge des attributions de la nationalité algérienne. Ah, c'était le ministère de la Justice. Oui, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un dossier d'Yves Mathieu, parce que s'il y avait eu un dossier Yves Mathieu, je me serais fait un devoir tout élémentaire, je dois dire, de le traiter immédiatement. Et donc, je ne dis pas d'accorder la nationalité algérienne à Yves Mathieu, parce qu'il l'a eu par son combat, d'abord. Il l'a eu par ses grandes épousailles avec la révolution algérienne. On n'accorde pas la nationalité à un homme comme celui-là. C'est lui qui l'a prise déjà. Je suis bien d'accord.
Il y eut beaucoup de monde aux obsèques. Le représentant du FLN, Messa Hadia Cherif, a lu un long discours en arabe. L'État algérien payera 100 000 francs à la veuve Mathieu et 40 000 à chaque orpheline pour ses études. J'ai longtemps rêvé que mon père revenait de l'autre bout du monde où il était parti faire la révolution. Pendant toutes ces années où on le croyait mort, il faisait la révolution. J'ai fini par comprendre que je ne saurais jamais la vérité. Elle m'apparaît comme la suite de mensonges que l'on écarte. Même si l'on venait me la dire aujourd'hui, la vérité, elle ne pèserait pas plus dans ma vie que le doute. « 30 ans après avoir été le phare du tiers-monde, l'Algérie s'est jetée dans un trou noir. Elle s'y est sacrifiée pendant une décennie, bien avant d'autres pays. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'a apporté la guerre d'Algérie? Qu'est-ce qu'on a apporté? La fierté d'être algérien, c'est vraiment beaucoup. Hein, l'identité algérienne. Quand on vous dit que le FLN de la guerre, c'était prestigieux, que cette révolution a été magnifique, vous ne pouvez pas croire que c'est vrai quand vous voyez l'Algérie actuelle. Ben, la société nouvelle, c'est bien simple, c'est une société où il n'y a plus la domination des pieds noirs, où il n'y a plus les musulmans cantonnés dans un collège de deuxième ordre. C'est que ça s'appelle une révolution. Nous avons fait plusieurs expériences successives, en passant par le pouvoir exercé au nom du socialisme, puis le pouvoir exercé au nom du parti unique, puis le pouvoir exercé au nom du pluralisme, et enfin au pouvoir exercé au nom d'idéologies plus ou moins islamiques ou islamistes. Et maintenant, on est arrivé au bout du rouleau. La prochaine crise débouchera, en mon sens, sur l'exercice d'un pouvoir démocratique réel. La capacité à se propulser dans l'expérience politique définit peut-être l'identité algérienne. Mais je crois que si il n'y avait pas cette tendance à élargir le champ du possible, l'Algérie n'aurait pas été décolonisée avec la rapidité que le processus a connu. Ceux qui ont voulu changer ce monde-là à ce moment-là, qu'il y avait il était tellement pesant, il était tellement sauvage, il était tellement... Je pense que ces hommes-là méritent qu'on leur dise merci.